Richard Fandikian. Louis Sarkozy, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour cher monsieur, merci de votre hospitalité, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Alors Louis Sarkozy, vous êtes auteur et chroniqueur, passionné d'histoire et de philosophie. Vous publiez avec Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres, votre premier essai historique dans lequel vous explorez les lectures du célèbre empereur. Né aux États-Unis, vous revendiquez un regard à la fois ancré dans la tradition européenne et curieux des cultures contemporaines. Alors votre livre prend un angle inattendu, celui du lecteur Napoléon. Pourquoi avoir choisi de le montrer sous ce jour ? C'est un peu la phrase de Disraeli, vous savez, donnez-moi la bibliothèque et je vous donne l'homme. Lui-même d'ailleurs disait qu'il était né dans une bibliothèque. Oui. C'est la volonté de le montrer au-dessus de la légende noire, mais aussi de la propagande napoléonienne, de le voir de sa façon intime et de voir l'influence que ces lectures ont eue sur tous les aspects de sa vie, parce que vous devez le savoir, mais l'homme était un lecteur compulsif, obsessionnel, et ces lectures ont touché absolument tout ce qu'il était, de sa vie amoureuse, de ses réformes politiques, de son style militaire, etc. Donc j'ai voulu raconter cette histoire, et plus personnellement, c'est aussi pour peut-être enterrer à jamais cette excuse qu'on a tellement entendue, nous lecteurs, d'un proche ou d'un collègue qui nous dit « Ah, mais j'aimerais bien lire, mais moi j'ai pas vraiment le temps ». Ah, la vie de Napoléon Bonaparte enterre cette excuse à jamais, vous voyez, parce que lui qui menait ses armées en personne, lui qui se plongeait et s'intéressait à tous les aspects de son règne, si lui pouvait lire avec autant de passion et de dédication, et tout le monde peut lire plus, vous voyez. Alors, vous évoquez une passion précoce, cela commence dès l'école donc militaire de Brienne. Et quelles lectures l'ont marqué à cette époque, en fait ? Dans sa jeunesse, il lit déjà ce qu'il va lire toute sa vie, c'est-à-dire, je dirais, entre 60 et 70% d'histoire. Particulièrement quand il est jeune, il adore un auteur qui va rester avec lui toute sa vie, c'est Plutarque. Il lit les vies parallèles de Plutarque, qui sont cette mini-biographie exceptionnelle de cet historien du IIe siècle qui nous raconte tout sur Marc-Antoine, sur Octave, sur César, etc. Donc Bonaparte est passionné par ça, et j'argumente en tout cas qu'il récupère dans ses lectures la première vision de ce que peut être une ambition militaire et politique, sa première vision de ce que doit être un grand homme. Donc ça a un effet absolument total sur lui. Il va aussi faire d'autres lectures, la vie des grands capitaines de Cornelius Nepos, il va lire Tacite et Tite-Live, etc. Mais toujours ancré dans cette histoire, dans cette antiquité qu'il va adorer toute sa vie. Après, il va évoluer, il va s'orienter vers d'autres lectures. Quand il sera adolescent, ce sera plus des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau. Mais vraiment, dans sa jeunesse et à Brienne, c'est d'abord et avant tout l'histoire qui va le marquer. Alors, une bibliothèque ambulante accompagnait Napoléon en guerre, était-ce un geste d'apparat ou une nécessité ? C'était absolument une nécessité, pas du tout un geste d'apparat. D'ailleurs, il fait construire ses bibliothèques de campagne, il fait relire des livres exactement pour qu'ils rentrent dans ces bibliothèques de campagne, qu'ils soient classifiés, parfaitement organisés pour faciliter la tâche de leur transport et de leur lecture. Et ces lectures vont l'accompagner, vous devez le savoir, dans toutes ces campagnes. Et d'ailleurs, c'était des lectures qui étaient cohérentes avec la campagne. Je m'explique. Quand il envahit l'Espagne, il fait commander dans toutes les archives de France des centaines d'ouvrages sur la topographie espagnole, des ouvrages sur les rivières, sur les statistiques d'agriculture. Il lit aussi sur les campagnes des rois et des généraux qui avaient fait campagne avant lui dans ces théâtres d'opération. Donc il arrive à ces campagnes avec un savoir immense, et bien sûr un savoir qui n'était pas accessible aux généraux qui l'opposaient et qui était en règle générale beaucoup plus fainéant. Aujourd'hui, la masse de ce savoir, en vérité, serait considérée comme ce que nous donnent les renseignements généraux ou des renseignements militaires, bien sûr qui n'existaient pas à l'époque. Donc là, on a quelque chose de tangible, quelque chose de concret, quelque chose qui lui donne une force de frappe militaire absolument directe. Et c'est entièrement dû à ses lectures et à ses bibliothèques ambulantes. Qu'avez-vous découvert qui vous a personnellement surpris ? C'est toutes ces lectures romantiques, si vous voulez, parce que j'aurais pu deviner, je pense que tout le monde aurait pu deviner que le lecteur aimait l'histoire, aimait les traités stratégiques, aimait la politique, oui. Peut-être même aimait la philosophie. Mais le fait que cet homme ait lu La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, le grand roman épistolaire, le grand roman à l'eau de rose, l'histoire amoureuse de Julie et de son instituteur Saint-Preux, amour interdit, adultère, tabou, le fait qu'il l'ait lu 8 fois, qu'il dise que ce livre a du feu, qu'il est fondu en larmes, là,
Ça, c'est nouveau, quoi. Et ça, c'est particulier, c'est unique, et ça m'a surpris, parce que la légende noire qui nous explique que c'est un ogre, que c'est un tyran, que c'est un monstre assoiffé de sang, les monstres assoiffés de sang ne fondent pas en larmes en lisant ça, vous voyez. Ne fondent pas en larmes quand ils lisent Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre sur, encore une fois, un amour de deux amis dans les colonies françaises qui se termine en drame. C'était un homme profondément émotionnel, et on le voit aussi à travers ses lectures, et Dieu sait que c'était surprenant pour moi, en tout cas, de me plonger dans ses recherches et de le découvrir. Alors Louis Sarkozy, vous évoquez aussi des figures comme Goethe ou Rousseau. Était-ce de l'admiration ou une forme de compétition intellectuelle? C'est de l'admiration au début. En tout cas, pour Goethe, ça le reste toujours. Bonaparte adorait Goethe, adorait surtout le fameux roman, le pilier de la littérature occidentale qu'est Le jeune Werther. Et Goethe, d'ailleurs, pour vous dire que ce n'était pas du tout de la parade, Goethe rencontre Napoléon dans cette scène exceptionnelle en 1808 à Erfurt, et Goethe sort de l'entretien en disant « Personne n'a jamais aussi bien compris Werther que Napoléon ». Nous parlons ici du plus grand philosophe allemand de l'histoire, Oui. et peut-être du plus grand écrivain. Donc ça vous montre effectivement qu'il y avait une vraie réflexion chez Bonaparte. C'est pas du tout un lecteur amateur. Là, il y a quelqu'un d'une grande intelligence et d'une grande pensée. Chez Rousseau, c'est différent. Chez Rousseau, il y a une fascination au début, surtout quand Napoléon traverse son adolescence, qu'il est très émotionnel, qu'il est très émotif, qu'il est très passionné, qu'il est très amoureux. Mais quand l'adolescent Napoléon devient l'homme, devient le grand amoureux du concret, le grand pragmatisme, on a un abandon de Rousseau. Là, on laisse Rousseau tomber, et le divorce intellectuel entre les deux hommes devient quasiment complet, puisque quand Napoléon visite sa tombe des années après, pendant l'Empire, à Ermenonville, il est debout avec le gardien des lieux, et il dit je crois que ça aurait été mieux pour l'histoire du monde que ni Rousseau ni moi n'aurions été en vie. À ce point, le divorce devient total. C'est vraiment la transformation de la maturité. C'est l'homme philosophe, le jeune philosophe qui devient l'homme militaire. Il délaisse la plume à jamais, il récupère l'épée, et là, il se transforme en quelqu'un de complètement différent. Bon, on peut dire que ces lectures ont influencé ses décisions politiques. Ah, bien évidemment, Oui. et sur plein de plans. Sur plein de Il plans. était constamment en quête d'une référence historique. Il voulait montrer à ses ministres, mais aussi à ses soldats et au peuple de France, et même au peuple européen, qu'il s'inscrivait dans la tradition de Charlemagne, de Jules César, d'Alexandre le Grand, aussi de philosophe des Lumières. Il est celui d'ailleurs qui dit que le roman de la Révolution, il faut le clore, le finir, et que maintenant il faut écrire son histoire. Est-ce que, par exemple, l'amour du bonapartisme pour le référendum n'est pas en fait une mauvaise compréhension de la volonté générale de Jean-Jacques Rousseau? Quand il rencontre Marie-Louise, il organise la rencontre dans la forêt, exactement comme un roi de France l'avait fait. Il venait de le lire un jour avant, il changeait tous les plans pour que la rencontre soit la même. Constamment, il y a cette volonté de s'inscrire dans le panthéon littéraire et dans le panthéon historique. Alors, ce que vous montrez aussi, Louis Sarkozy, c'est un Napoléon traversé par les tensions de son époque. Alors, quel rôle jouent les livres dans ce tumulte intellectuel européen? Ça dépend de l'époque. Et d'ailleurs, quand vous demandez à tous les napoléoniens, ils vous répondent toujours la même chose, qu'il y a plein de Napoléons différents, en fait, et que le jeune soldat de 19 ans n'est pas du tout le même homme que l'empereur obèse, un peu dépressif et déjà beaucoup plus lent à Waterloo. Donc les livres l'accompagnent et ont un effet différent avec lui. Au début, je vous ai dit, il se protège du harcèlement de ses camarades. Oui. Ensuite, les livres créent l'échafaudage émotionnel de l'homme. Ensuite, ça devient un outil de pouvoir. Il veut asseoir son pouvoir. Il reçoit d'ailleurs beaucoup d'écrivains et beaucoup de dédicaces. Il sponsor des œuvres et des pièces de théâtre. Il veut vraiment se montrer comme l'homme des lettres. Il n'y arrive pas, bien sûr, tout le temps, parce que il se fout à dos. Un des grands paradoxes du livre, le monarque le plus littéraire de l'histoire de France se fout à dos Madame de Staël, Chateaubriand, Benjamin Constant, et à la fin, la censure impériale devient tellement insupportable qu'il étouffe la production littéraire de son propre pays, vous voyez. Et bien sûr, à la fin de sa vie sur Sainte-Hélène, il devient l'homme libre, parce qu'il perd les royaumes, il perd l'empire, il perd les armées, les maréchaux, les divisions, et il lui reste qu'une seule chose, c'est les livres. Et donc il retombe dans quasiment le même univers qu'il avait à son enfance, c'est-à-dire l'homme qui ne fait que lire. Et il va s'éteindre un livre à la main, et pour lui, comme pour beaucoup de lecteurs, les livres auraient été ses plus fidèles compagnons. Alors justement, vous êtes un jeune auteur, ce Napoléon lecteur, est-ce aussi un miroir personnel?
Oh, je n'ai pas l'arrogance de répondre oui à votre question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'homme est avec moi tous les jours, Ah oui. bien sûr, et que être inspiré par lui, c'est très facile, vous voyez, et non seulement par sa capacité de lecture, mais aussi son éthique de travail, son style. Enfin, l'homme, c'était ce que Hegel disait, c'est les lumières à cheval, un espèce de torrent qui a tout touché, l'art, la politique, le style militaire, la philosophie, la musique, tout. Il a marqué par son impact toute une génération et d'ailleurs toutes les générations qui l'ont suivi. Donc, bien sûr qu'il est avec moi, comme il est avec beaucoup de Français. Alors aujourd'hui, les dirigeants, selon vous, lisent-ils encore avec autant de sérieux? Non, moins. Et je pense que la plupart des Français seront d'accord avec moi sur le fait qu'il y a une dégradation culturelle, intellectuelle de notre classe dirigeante. Pas toujours dans tous les mêmes milieux, mais aussi il y a le problème inverse, parce qu'il y a une très petite élite qui, elle, lit beaucoup, mais qui n'arrive pas à communiquer sa culture, qui n'arrive pas à la vulgariser d'une certaine manière. À quelques exceptions près, par exemple, c'est très intéressant le phénomène de Javier Milei en Argentine, parce que c'est quelqu'un qui marie à la fois un grand populisme, et je n'utilise pas du tout le terme de façon péjorative, mais juste un attrait populaire, et aussi un grand intellectualisme. Un homme qui cite Hayek et Friedman toute la journée, qui est professeur d'économie, grand intellectuel, et qui plaît d'abord aux chauffeurs de taxi de Buenos Aires, vous voyez. Oui. Donc la lame coupe des deux côtés. D'un côté, il y a une détérioration, de l'autre, il y a une incapacité à communiquer la culture aux classes qui peut-être ils sont moins intéressés. Alors à l'ère du numérique, Napoléon aurait-il remplacé ses livres par une tablette selon vous? Oui, alors ce que je peux vous dire, c'est que si l'homme était en vie à l'âge de Twitter, il serait sûrement encore en pouvoir. Pour la simple et bonne raison que c'était un génie de la communication. Et d'ailleurs, nous avons à peu près 40 000 lettres qui survivent de lui. Oui. Et les premiers 4 mois, il me semble, de 1807, il écrit en moyenne 14 lettres par jour, ce qui est à peu près le double du nombre de tweets que Donald Trump envoyait pendant le premier mandat. Donc Dieu sait que s'il avait les outils de communication qui étaient les nôtres, il saurait les utiliser avec son génie habituel. Est-ce que Napoléon aurait rêvé d'être écrivain lui-même? Oui, quand il était jeune, il essaie de devenir écrivain. Il écrit beaucoup de rédaction, de petites nouvelles et même un petit roman. Et il essaye même de rentrer dans des compétitions de rédaction, comme Jean-Jacques Rousseau avant lui. Il rentre dans une compétition et il produit un essai qui s'appelle Le Discours de Lyon, qui est absolument incompréhensible et qui sent l'adolescent sur chaque ligne, vous voyez. Mais il écrit aussi des choses un peu plus intéressantes, comme une rédaction qui est assez jolie, le soir où il couche avec une femme pour la première fois, et un petit roman, Clisson et Eugénie, de qualité médiocre, assez variable, mais qui quand même montre sa volonté avant tout d'être un homme de lettres. Allez, je vais me permettre une dernière question, mais qui n'a rien à voir avec votre ouvrage. J'aurais souhaité avoir votre réaction suite à l'élection de Bruno Retailleau à la tête du Parti républicain. Bah, écoutez, je trouve que c'est une excellente nouvelle, mais pas tellement la victoire de 75%, qui est quand même impressionnante, mais le fait qu'elle a été construite sur le dos d'un nombre d'adhérents qui a triplé. Oui. Et pour moi, c'est ça la vraie victoire, et c'est la matérialisation de l'effet Retailleau que nous voyons depuis quelques mois, c'est-à-dire l'homme qui existait très peu dans l'univers populaire, politique, médiatique, a réussi à conquérir non seulement une partie de la droite classique, comme nous venons de le voir avec l'élection, mais aussi qui ronge sûrement à l'électorat du Rassemblement national. Donc moi je trouve que c'est une excellente nouvelle, enfin un chef, enfin une direction, maintenant au travail. Louis Sarkozy, je rappelle le titre de votre ouvrage, Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres. C'est publié chez Passé Composé, un essai érudit et accessible, un empereur lecteur, une Europe en ébullition intellectuelle et une réflexion sur notre rapport au pouvoir et à la lecture aujourd'hui. Une véritable plongée dans l'intimité d'un Napoléon que nos lecteurs ne connaissent peut-être pas. En tous les cas, mille merci à vous, Louis Sarkozy. Merci, cher monsieur, ce fut un grand plaisir. Richard Findiquian.